des étalons. Toute industrie pharmaceutique comporte plusieurs départements: assurance qualité, contrôle de qualité, maintenance et production. La pièce maîtresse est le département d'assurance qualité, qui chapeaute tout et veillera toujours à l'application des différentes procédures pour obtenir un produit fini de bonne qualité. Le département d'assurance qualité comporte plusieurs sous-départements, à savoir le sous-département de qualification, de validation, de rédaction du système procédural et de métrologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la métrologie. Par définition, la métrologie est l'ensemble des techniques permettant d'effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude. Il y a deux concepts, certification et accréditation, dont on doit savoir la différence. Une entreprise certifiée est une entreprise qui travaille selon les normes, mais cela ne signifie pas que leurs résultats sont exacts. Alors qu'un laboratoire est accrédité, cela signifie que les valeurs données par ce dernier sont toujours proches de la valeur vraie à déterminer. Pour les normes ISO 9000, comporte la norme ISO 9000, qui n'est pas une norme, mais un cadre général d'organisation. La norme ISO 9001 est une norme d'assurance qualité qui gère toutes les procédures de rédaction, de gestion et d'archivage des documents. Les deux normes ISO 9002 et 9003 traitent les procédures de production, de contrôle de qualité et de prestation. Alors que la procédure d'engagement qualité est traitée par la norme ISO 9004. Le mesurage est l'ensemble des opérations permettant de mesurer une grandeur physique qui est la mesurande. Lors d'un mesurage, souvent une ou plusieurs grandeurs modifient le résultat alors qu'elles ne sont pas l'objet du mesurage. Ce sont les grandeurs d'influence, l'environnement. Exemple, la température dans la longueur d'une pièce métallique. Le, le mesurage peut être effectué de deux manières, soit direct, la valeur du mesurant est obtenue directement par lecture d'un appareil, une valeur de pH à l'aide d'un pH-mètre. Donc, lorsqu'on mesure le pH d'une solution, donc on obtient directement la valeur du pH à partir de l'appareil. Soit le mesurage indirectement. La valeur du mesurant est fonction d'autres mesures. Comme au TP de chimie analytique de la deuxième année pharmacie, la concentration est calculée à l'aide de la chute de burette obtenue lors du tétrage volumétrique. C'est-à-dire, on va faire le tétrage, on obtient la chute de burette et à partir d'une formule qui utilise cette chute de burette, donc on va obtenir la concentration. Toute mesure est entachée d'erreurs et d'incertitudes. L'erreur est une variable aléatoire avec une moyenne et un écart type. On a soit l'erreur systématique due à la méthode de mesure, soit l'erreur expérimentale due à l'opérateur, soit l'erreur accidentelle commise dans certaines conditions de mesure. Une incertitude est l'estimation de l'erreur commise. Donc, l'erreur est la variable aléatoire
Et la détermination de la valeur de cette erreur, c'est l'incertitude. On a l'incertitude type qui est identifiée par l'écart type de l'erreur. On a l'incertitude élargie dont la formule est le facteur d'élargissement fois l'incertitude type. Ce facteur d'élargissement peut prendre la valeur 2 ou 3. Et on a l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle où la valeur vraie a 1% de chance de se trouver. Soit la valeur vraie à déterminer. Le processus de mesure donne en effet M est égal à la valeur vraie plus D qui est l'erreur systématique et E qui est l'erreur aléatoire. Où E est l'erreur aléatoire, donc des fluctuations de moyenne et d'écart type, et E et D est l'erreur systématique qui est constante. L'incertitude notée U majuscule est un paramètre associé au résultat d'un mesurage qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourrait raisonnablement être attribué au mesurant. Ce paramètre peut être un écart type statistique, un multiple de l'écart type, la demi-largeur d'un intervalle de confiance déterminé. Cette incertitude peut être absolue à la même unité que X, c'est-à-dire l'incertitude d'un poids étalon. L'incertitude absolue d'un poids étalon, son unité, c'est le gramme. Mais l'incertitude relative, l'unité est le pourcentage. Les deux types de l'incertitude sont l'incertitude type A, c'est une approche statistique globale, un mesurage, la moyenne et le résultat de la mesure, l'écart type et l'incertitude. L'incertitude de type B, donc elle est déterminée lorsqu'on fait un seul mesurage. Donc si on récapitule, l'incertitude type A est déterminée lorsqu'on effectue un mesurage. Mais l'incertitude type B, elle est déterminée lorsqu'on effectue un seul mesurage. On effectue une mesure MI d'une même valeur M. Donc, la moyenne expérimentale est donnée par cette formule, donc où D représente l'erreur systématique et l'écart type de la fluctuation autour de la moyenne est estimé par la variance, dont la formule est la suivante, et l'écart type qui est égal à la racine carrée de la variance. D'accord? Exemple. Donc, pour mieux comprendre ces formules et comment les appliquer, donc on insère un ampérimètre à 7 chiffres dans un circuit. On relève la première lecture 0,516923 ampères. Comment estimer raisonnablement l'erreur commise? Combien vaut-elle? Comment améliorer le résultat? Donc là, puisqu'on effectue une seule mesure, donc il s'agit de l'incertitude type B. Donc, elle n'est pas déterminée numériquement, mais on doit déterminer l'environnement du mesurage. D'accord? C'est-à-dire le respect de la température, de l'humidité des installations. Exemple 2, on insère le même ampérimètre, mais dans ce cas, on effectue 3 mesures successives. Donc là, N est
Donc, l'exemple 2, on insère un ampérimètre à 7 chiffres toujours. Donc, mais dans ce cas, on effectue 3 mesures successives. Donc, dans cet exemple, n est égal 3. Que faire pour améliorer le résultat et comment déterminer l'incertitude? Donc, la moyenne, voilà la formule. C'est l'ensemble, la somme des résultats sur n qui est égale à 3. La variance, c'est la somme de la mesure mi moins la moyenne au carré sur n moins 1. Et voilà la formule. Donc là, la moyenne, c'est 0,5131. Donc, on va faire la soustraction au carré. La deuxième valeur moins la moyenne au carré. La troisième valeur moins la moyenne au carré sur 3 moins 1, c'est n moins 1. Donc, on obtient la variance. L'écart type est égal à la racine de la variance et cet écart type représente l'incertitude de type A sur la mesure. Voilà la valeur. Et l'incertitude de type A sur la moyenne, voilà la notation. Comment on note? Là, c'est l'écart type sur la mesure, c'est sa notation. Et là, c'est l'écart type de type A sur la moyenne. Donc, c'est l'écart type divisé par n, le nombre de mesures. Donc, on obtient un écart type de type A sur la moyenne. D'accord? Donc, effectuer une mesure de courant correcte demande la connaissance parfaite de l'appareil et de son environnement, la détermination Effectuer une mesure de courant correcte demande la connaissance parfaite de l'appareil et de son environnement, la détermination de l'erreur systématique, la connaissance ou la détermination de la fluctuation statistique des mesures dispersion écart type, donc effectuer une mesure de courant correcte demande la connaissance parfaite de l'appareil et de son environnement, la détermination Donc, effectuer une mesure de courant correcte demande la connaissance parfaite de l'appareil et de son environnement, la détermination de l'erreur systématique, la connaissance ou la détermination de la fluctuation statistique des mesures par le biais de l'écart type sur la valeur lue. L'écart type peut être estimé expérimentalement. Ce devrait être une constante indépendante du nombre de mesures car il mesure la dispersion des mesures individuelles. L'écart type sur la moyenne décroît quand n augmente. Exemple 3, c'est la mesure de résistance. Donc, on lit intensité du courant 0,5 ampères avec une incertitude de 0,01 et un voltage égal à 3 volts avec une incertitude de 0,02 voltage. Il nous demande de calculer l'incertitude sur la résistance. Puisque la résistance est égale à la différence de potentiel sur l'intensité du courant, donc on doit appliquer cette
formule. Par analogie, si il s'agit de la concentration, elle est égale poids sur le volume. Donc là, on applique la même formule. D'accord? Donc, le but de toute analyse est d'avoir des mesures justes et précises. Mais il faut savoir la différence entre la justesse et la précision. La justesse, on l'obtient par étalonnage ou vérification sur une référence, détermination du facteur de correction. La fidélité, cas d'une seule mesure, il faut connaître la dispersion, l'écart type sur une mesure. Il s'agit alors en général d'une incertitude de type A, puisqu'on effectue une seule mesure. Cas de plusieurs mesures, on détermine la dispersion en calculant l'écart type expérimental sur n mesures. On prend la moyenne des n valeurs comme résultat final et l'incertitude sur la moyenne est égale l'écart type sur n. La mesure ne se borne pas à la lecture d'un appareil. Les erreurs peuvent provenir des performances de l'appareil moyen, du mode opératoire, du personnel, de l'environnement et du mesurant. Donc, le choix de la loi utilisable pour interprétation des résultats dépend étroitement du nombre de mesures. Si n est inférieur ou égal à 10, donc la loi de Student est applicable. L'intervalle de confiance à 1% est calculé par la formule suivante. Moyenne plus ou moins t, qui est le facteur de Student, fois l'incertitude de type A. Donc, le facteur de Student, on le ressort du tableau de Student. L'intervalle de confiance, dans le cas où n est supérieur ou égal à 30, dans ce cas, donc là, pour la loi de Gauss, elle est applicable lorsque n est supérieur ou égal à 30. Et dans ce cas, l'intervalle de confiance à 1% est égal à la moyenne, plus ou moins k fois l'écart type. Et là, k, il s'agit du facteur de confiance ou d'élargissement qui peut prendre la valeur 2 ou 3. Dans le cas des autres lois, l'estimation du niveau de confiance n'est possible que si l'on connaît les lois de probabilité. La loi de Gauss, pas de problème. La loi de Gauss avec peu d'échantillons, là on applique la loi de Student avec un facteur correctif. Sinon, estimer les lois et les rapprocher des lois connues. Notion d'incertitude et de tolérance. Estimer l'incertitude et garantir que la valeur est dans un intervalle avec un niveau de confiance donné. La tolérance, c'est la zone des valeurs acceptables. Le rapport incertitude-tolérance doit être toujours compris entre 0,5 et 0,1. Voilà un exemple explicatif. Notre exemple, on veut fabriquer des barres métalliques d'un intervalle compris entre 400 mm plus ou moins 0,9 mm.
Un paramètre incertitude sur tolérance, petit permis la réduction du nombre de pièces déclarées non conformes, une amélioration du processus de fabrication. Là, pour l'exemple, voilà. Donc, une tolérance de 0,9 plus ou moins 0,9 mm signifie que les barres fabriquées doivent une tolérance de plus ou moins 0,9 mm signifie que les barres fabriquées doivent avoir une longueur comprise entre 399,1 et 400,9 mm. Donc, c'est l'intervalle de tolérance. Premièrement, si on applique méthode 1. Si la règle utilisée pour mesurer la longueur de la barre a une incertitude de plus ou moins 0,3 mm, c'est-à-dire que cette barre ne mesure pas exactement 400,5, mais possède une longueur comprise dans l'intervalle 400,5 plus ou moins 0,3, c'est-à-dire 400,2 et 400,8 mm. Cet intervalle est compris dans l'intervalle de tolérance, donc cette barre est conforme. Par contre, si on mesure cette barre avec la règle dont l'incertitude est plus ou moins 0,6 mm, la barre sera non conforme. Pourquoi? Parce que vous voyez là l'intervalle, il va être compris entre 399,9 et 401,1. Donc, si on mesure cette barre avec la règle numéro 2, dont l'incertitude est plus ou moins 0,6 mm, la barre sera non conforme parce qu'on aura un intervalle compris entre 399,9 et 401,1, donc il n'est pas inclus dans l'intervalle de tolérance. Donc vous voyez que cette partie, elle n'est pas bon. Par contre, si on mesure avec la barre avec la méthode 3 dont la règle a une incertitude de plus ou moins 0,1, donc on aura un intervalle compris entre 400,4 et 400,6. Donc il est inclus dans l'intervalle de tolérance, donc cette barre, elle est conforme. D'accord? Donc la qualité et la conformité d'un produit dépend étroitement. Donc je disais que la qualité et la conformité d'un produit dépend étroitement de l'instrument de mesure et de son incertitude. L'organisation d'une chaîne d'étalonnage.
Donc, un étalon est une réalisation de la définition d'une grandeur donnée avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence selon le Joint Committee of Gates in Metrology. Les différents types d'étalons sont les étalons internationaux, est un étalon reconnu par les signataires d'un accord international pour une utilisation mondiale. Exemple, le prototype international du kilogramme. Les étalons nationaux. Un étalon national est un étalon reconnu par une autorité nationale. L'exemple, c'est l'étalon national français de la grandeur masse et le prototype national numéro 35. D'accord? Il est reconnu sur le territoire national français. Les étalons primaires, ce sont des étalons établis à l'aide d'une procédure de mesure primaire ou créés comme objet par convention, comme le prototype international du kilogramme. Et l'étalon secondaire est un étalon établi par l'intermédiaire d'un étalonnage par rapport à un étalon primaire. Donc, on a terminé. Donc, si vous avez des questions. Donc, je vais répéter cette partie. Donc, on a une barre dont la taille elle est égale à 400,5 mm. C'est quoi la différence entre intervalle de confiance et de tolérance? C'est l'appellation, il s'agit de la même chose. Donc, on dit intervalle de tolérance ou de confiance, c'est la même chose. Donc, je vais répéter le diapo numéro 3. Donc, on a donc on veut fabriquer des barres. Ces barres doivent avoir une taille de 400 mm plus ou moins 0,9. Là, on peut déterminer l'intervalle de tolérance. Donc, c'est 400 plus ou moins 0,9. C'est-à-dire que l'intervalle de tolérance, il est compris entre 399,1 et 400,9. C'est-à-dire toute barre métallique dont la longueur elle est comprise entre 399,1 et 400,9, elle est conforme. Donc, on a une barre dont le contrôle a donné 400,5. Donc, cette longueur, elle dépend de la méthode de mesure. Donc, la longueur, on va la mesurer avec une pièce, un pied à coulisse. D'accord? Donc, ça dépend de l'incertitude. Ça dépend donc de l'incertitude du pied à coulisse utilisé. Donc, si on utilise un pied à coulisse dont l'incertitude elle est égale à 0,3, donc la taille de cette barre elle est comprise en prenant en compte l'incertitude, elle est comprise entre 400,2 et 400,8. Donc, elle est comprise dans l'intervalle de tolérance. Donc là, cette barre, elle est conforme si on la mesure avec un pied à coulisse dont l'incertitude elle est égale à plus ou moins 0,3.
Si cette même barre, on la mesure avec un pi à coulisse dont l'incertitude elle est égale à plus ou moins 0,6, donc on aura l'intervalle de 399,9 et 401,1. Donc, il n'est pas compris totalement dans l'intervalle de tolérance. Donc, si cette même barre, on la mesure avec le pi à coulisse dont l'incertitude elle est égale à plus ou moins 0,6, donc elle est non conforme. Si cette même barre, on la mesure avec un pi à coulisse dont l'incertitude elle est égale à plus ou moins 0,1, donc on aura sa taille elle est comprise dans cet intervalle qui est inclus dans l'intervalle de tolérance. Donc là, elle est conforme. Comme conclusion, donc la décision, elle dépend étroitement de la qualité et de l'incertitude de l'instrument de mesure. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà pour la partie moyenne et incertitude sur la moyenne. C'est trop facile. Donc, vous appliquez uniquement les formules. Donc, on a trois mesures. N est égal à 3. La moyenne, c'est la somme sur 3. La variance, c'est on prend chaque valeur moins la moyenne au carré. La deuxième valeur moins la moyenne au carré. La troisième valeur moins la moyenne au carré. On fait la somme et on divise par n-1. On obtient là, c'est la variance. L'écart type où l'incertitude de type A sur la mesure, elle est égale à la racine carrée de la variance. Donc, on aura 0,15. Si je vous demande de me donner l'incertitude de type A sur la moyenne, vous n'avez uniquement qu'à diviser l'écart type sur n. D'accord? Comment déterminer l'intervalle de confiance? Donc, voilà, ça dépend. L'intervalle de tolérance, il dépend de la loi utilisée. Là, l'intervalle de confiance, là, c'est la moyenne, plus ou moins, t qui est le facteur de student fois l'incertitude type. Donc, vous appliquez uniquement parce que c'est un intervalle, donc vous aurez deux bornes. La première borne, c'est la moyenne plus t l'incertitude, et la deuxième, c'est la moyenne moins t incertitude. L'intérêt, donc, c'est de garantir que lorsque vous appliquez ou mesurez avec cet instrument, vous avez n% de chance de se rapprocher de la valeur vraie. Donc là, si vous appliquez ou si vous calculez l'intervalle de confiance à 90%, donc dans le futur, lorsque vous mesurez avec cet instrument, vous avez 90% de chance de se rapprocher de la valeur vraie. D'accord? Donc, c'est quoi l'erreur aléatoire? Donc, on a deux types, l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. L'erreur systématique, elle est due à la méthode et l'erreur aléatoire, elle est due à l'opérateur. D'accord? Toutes les deux sont déterminées par, si on rassemble l'erreur systématique et l'erreur aléatoire, on obtient l'incertitude qu'on va déterminer avec l'écart type.
Là, la différence entre la loi de Gauss et la loi de Student, donc c'est trop simple. Donc, si vous avez n, qui est le nombre de mesures inférieur ou égal à 10, là, vous appliquez la loi de Student et vous calculez l'intervalle de confiance en utilisant cette formule. Si vous avez fait n mesures supérieures ou égales à 30, l'intervalle de confiance à 1% est calculé en utilisant cette formule. Donc, si n est compris entre 10 et 30, là, vous allez faire une interprétation. Vous pouvez la rapprocher soit à la loi de Student, soit à la loi de Gauss, et ça dépend les calculs. D'accord? L'incertitude, la différence entre écart type et l'incertitude type, donc c'est la même chose. Si je vous demande de calculer l'incertitude type, donc vous allez la déterminer en calculant l'écart type. C'est trop simple. D'accord? En utilisant les étapes de cette diapo numéro 13. Donc là, c'est un exercice. Je vous ai demandé de me calculer l'incertitude. Donc, on passe par le calcul de la moyenne, la variance, l'écart type. Il y en a deux types. L'écart type, l'incertitude sur la mesure, elle est égale à la racine de la variance. Et l'incertitude sur la moyenne, elle est calculée par l'écart type sur n. Là, c'est juste un exemple. Pour le tableau, c'est juste un exemple. Donc, c'est n est égal 10, parce que c'est la loi de Student. Donc, le degré de liberté, c'est n-1, c'est-à-dire 9. Si je veux calculer l'intervalle de confiance à 90%, donc c'est l'intersection. Donc, t est égal à 1,83. D'accord? Si j'ai effectué 10 mesures, je veux calculer le niveau de confiance à 95%. Donc, le degré de liberté est toujours n-1, 9, mais cette fois, t va prendre la valeur 2,26. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, s'il vous plaît, si vous m'entendez, donc là, je suis en train de consommer le temps de mon collègue. Donc, le début de la prochaine séance, on va la consacrer aux questions. Donc, vous allez voir le cours et préparer vos questions. Donc, on commence par répondre aux questions de ce cours
et après on va entreprendre le cours de traitement d'air. D'accord?